Je m'appelle Mélanie et j'ai créé Rosas et Cosma il y a 5 ans, qui était un centre de formation spécialisé dans la formation de formateurs. Donc, l'idée de la conférence d'aujourd'hui, c'est de partir sur la capitalisation de vos acquis en devenant formatrice. Je me suis inspirée pour la présentation d'aujourd'hui de la méthode des 5 P. Je ne sais pas si vous la connaissez. En gros, c'est une méthode japonaise qui était pas mal utilisée dans l'industrie pour exploiter, explorer une question et être sûr d'aller jusqu'au bout du questionnement. Donc, je me suis inspirée de cette méthode pour la présentation d'aujourd'hui. Le premier P, parce que oui, je vous ai pas dit, mais le P, c'est pourquoi. Les 5 pourquoi. Le premier P, pourquoi c'est une bonne idée de vous lancer dans une carrière de formatrice. Je me suis appuyée sur 3 stats que je trouve assez parlantes. La première, c'est 72% des reconversions pro se font dans une quête de sens. C'est-à-dire que le constat de base, c'est dans mon métier, je retrouve plus trop de sens. Donc d'office, transmettre, former, on a une redécouverte du sens dans sa pratique. 74%. Alors ça, c'est une statistique plus féminine, c'est plus bas comme stat chez les hommes. Mais 74% des femmes estiment qu'une reconversion, en tout cas un changement de carrière, c'est compliqué, c'est difficile. Et 50%, elle est intéressante, je trouve aussi cette stat, c'est l'ennui souvent qui motive la reconversion. C'est pas forcément que vous n'aimez plus votre métier, c'est pas forcément que voilà, il y a plus d'envie d'exercer le métier, c'est plutôt une envie de le faire différemment et un ennui, une répétition des tâches. Donc l'idée, c'est de venir capitaliser en fait sur ce que vous aimez, vos acquis, votre métier, votre expérience, tout ce que vous avez vécu pendant ces années de carrière que vous pouvez avoir, et de changer le cadre. Donc, en gros, ça, c'est votre expérience, vos acquis. Donc, vous repartez pas de zéro en devenant formatrice, puisque vous allez former dans votre domaine d'expertise. Vous les conservez et vous les exploitez. Et c'est plus facile de se sentir aussi légitime dans sa reconversion, parce qu'on a tout ce bagage-là de ces années d'expérience. Et en gros, c'est changer de métier, mais sans tout changer. Vous changez le contexte, vous changez le cadre, mais ça reste votre métier que vous allez transmettre, vous allez guider les personnes qui ont envie de faire le même métier que vous, en tout cas une compétence proche des vôtres. Le second pourquoi, c'est pourquoi vous. Pourquoi est-ce que vous avez la capacité de devenir formatrice. Ici, c'est clair que moins de 5 ans d'expertise dans un métier, c'est compliqué de devenir formatrice. Donc, c'est la première question à vous poser. Est-ce que vous avez un domaine d'expertise? On ne peut pas être formateur en n'importe quoi, en fait. On n'est pas tous interchangeables. Les futurs apprenants que vous allez avoir en face de vous vont avoir besoin d'exemples, de se projeter avec vous en fait et de vivre, et vous allez leur partager vos expériences, vos mauvaises expériences, et c'est souvent un bon terrain pour développer des formations, et vos bonnes expériences aussi, mais en tout cas, on ne peut pas juste apprendre un référentiel par exemple ou une fiche métier et se dire ok, voilà, ça fait 30 ans que je suis comptable, j'adore les fleurs, je vais former en CAP fleuriste. Ça fonctionne pas comme ça. Donc, première question, est-ce que vous avez un domaine d'expertise de plus de 5 ans? Deuxième question à vous poser, en tout cas, pourquoi est-ce que vous pourriez devenir formatrice? C'est aussi de vous dire que vous pouvez ouvrir en fait le champ des possibles. C'est pas uniquement votre domaine. Je reprends l'exemple de la comptabilité, par exemple. Vous êtes comptable, ça fait 30 ans que vous êtes comptable, ok, mais vous avez peut-être formé en interne, vous avez peut-être managé des équipes, vous avez peut-être dû gérer des conflits, vous avez peut-être dû négocier avec des prestataires, etc. Et donc, quand vous pensez votre catalogue de formation et votre future activité de formatrice, il faut aussi ouvrir sur ces compétences transverses qui peuvent vous donner un nouvel élan ou en tout cas des tas d'idées.
Donc, c'est pas cloisonné sur les compétences transverses. Vous pouvez très bien former en management sur d'autres domaines d'expertise que le vôtre, mais la compétence en soi reste la même. L'autre question à vous poser, forcément, vous avez des temps en groupe. En tout cas, il faut quand même aimer l'autre, avoir envie de partager, avoir envie d'aller vers les gens. Faut être patient, faut être avenant, faut être du coup aimer le contact avec les autres, ça c'est sûr. Mais c'est souvent un peu tu dans la profession, mais il y a beaucoup de temps en solo. C'est-à-dire que c'est pas que de l'animation. En gros, vous voyez un iceberg, le haut de l'iceberg, c'est votre temps en face à face avec le groupe, mais vous allez aussi passer beaucoup de temps seul en conception, chez vous, avec vos bouquins, votre veille professionnelle, votre ordinateur, votre café, voilà. Et du coup, vous êtes chez vous aussi souvent en conception. Donc, c'est pas, si vous voulez être que face à face avec un groupe, c'est pas forcément un métier qui est pour vous. Il y a beaucoup de temps d'introspection, ça demande beaucoup de travail de concevoir une formation. Le ratio généralement qui est donné, c'est pour 1 heure face à un groupe, on est sur 4 heures de conception pour un néo-formateur, 3 heures pour un formateur aguerri. L'envie d'entrepreneuriat, ça me tenait à cœur de le mettre ici parce que en fait, c'est quand même un bon moyen de tester l'entrepreneuriat, le fait de devenir formatrice, parce que vous avez cette possibilité dans ce métier d'avoir ou des contrats salariats avec des organismes de formation, des CFA, mais vous avez aussi moyen de mixer avec une micro-entreprise, par exemple, et d'avoir des contrats soit directement avec des entreprises pour former en interne les salariés, mais aussi vous pouvez intervenir en tant qu'intervenant externe, formateur externe, un contrat en CFA et facturer avec votre micro-entreprise. C'est plutôt confort quand vous n'avez pas envie de tout lâcher, d'être sans filet et de vous dire, OK, l'entrepreneuriat, tout miser sur l'entrepreneuriat, ça me paraît compliqué. La formation, en tout cas, c'est vraiment un univers où ça se fait beaucoup de multiplier les CDI avec des écoles. Par exemple, vous pouvez avoir 15 heures avec une école, 15 heures avec une autre, etc. Donc, si vous avez envie de vous tester et de vous dire, j'ai quand même pas tout mettre, je vais quand même pas y aller sans filet dans l'entrepreneuriat, la formation, en tout cas, peut vous aider à tester le modèle. Le troisième pourquoi, c'est pourquoi maintenant. Et là, en fait, il n'y a qu'un point. Donc, vous allez vite savoir, il ne faut pas venir trop tard. En gros, il faut que vous aimiez encore votre métier. Donc, si là, vous êtes sur une reconversion parce que vous en avez ras-le-bol de votre métier, vous ne pouvez plus l'encadrer, ne devenez pas formatrice. Vous allez venir 5 minutes devant le groupe. En fait, votre futur matériel de travail, c'est l'humain, en fait. Vous avez face à vous des gens qui, eux, adorent logiquement, ou en tout cas sont là pour une bonne raison. Donc, si vous partez trop tard de votre métier et que vous attendez d'en être dégoûté pour en changer, devenir formatrice dans ce métier-là, c'est vraiment pas la bonne idée. C'est vraiment des gens qui vont se projeter et en communication non verbale, il y a énormément de choses qui passent et l'agacement d'un métier, 5 minutes devant un groupe et ils vont le découvrir assez rapidement. Donc l'idée c'est pas de saboter leur carrière en devenant formateur ou formatrice dans ce domaine. Le quatrième pourquoi, c'est pourquoi se former à former. Donc comme vous trouveriez bizarre d'avoir commencé probablement votre activité sans vous former, la formation, c'est un petit peu la réputation de se dire « Ouais, bon, tu sais quoi, franchement, je suis à l'aise avec les gens, j'arrive à transmettre facilement, j'y vais. » quoi. Donc, non, en fait, c'est un vrai métier qui demande une méthodologie, qui demande des compétences, surtout en conception. Donc, il y a des progressions pédagogiques à développer, former l'adulte. Donc, ça s'appelle l'andragogie. L'andragogie, c'est la formation des adultes. C'est différent de la pédagogie.
Donc, on peut avoir spontanément des réflexes de maîtresse d'école, en fait, si on se forme pas à former. C'est vraiment pas l'idée. On ne travaille absolument pas de la même façon avec des adultes. C'est pas les mêmes ancrages, c'est pas les mêmes moteurs qu'on réveille. C'est différent, donc ça s'apprend, en fait. Et il y a des formations qui existent pour ça. Donc, l'idée, là, de ce petit sac à dos, tout ça, c'est vos acquis. Donc, vous aimez encore votre métier. Vous avez, j'ai mis un gros cœur. Vous avez des idées, vous avez un bagage déjà, le sac à dos est déjà à moitié rempli. L'autre partie du sac à dos, ça va être de vous former à devenir formatrice. Donc, former, c'est un vrai métier. Ça ne s'improvise pas. Le syndrome de l'imposteur est aussi mieux maîtrisé quand on s'est formé. En fait, on se sent plus légitime à intervenir devant un groupe. C'est tout bête, mais cette certification, elle assoit vraiment une méthodologie pour transmettre et que vous êtes plus à l'aise généralement quand vous débutez l'activité. La crédibilité face aux commanditaires. Donc, effectivement, c'est un milieu où vous allez avoir des clients, des commandes, des commanditaires. Et le fait d'être formé, c'est ce qui peut faire la différence demain entre une formatrice qui a 20 ans de métier et une formatrice qui a 20 ans de métier, mais qui est certifiée et est apte et formée à former. Entre deux devis, généralement, on va préférer la sécurité de dire, bon, bah, là, on est bon, on a la formatrice qui est formée à former. Il y a aussi toute une question de financement avec les OPCO. En général, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Calliope. En fait, c'est une norme qualité dans la formation. Pour l'instant, c'est plutôt une norme de qualité administrative de la formation, mais ça risque de changer. On va plutôt partir sur, avec les années à venir, une norme qualité pédagogique. Sur les formations, que vous soyez apte à animer en intégrant les gens, en faisant en évitant l'abandon. Donc, quelles sont les méthodes aujourd'hui actives que vous mettez en place pour fédérer le groupe, les apprenants que vous avez? Est-ce que vous les faites participer ou est-ce que vous arrivez juste avec votre PowerPoint pendant 5 heures? Ça marchera plus, quoi. Donc, Calliope, en fait, c'est aussi obtenir Calliope, c'est ce qui vous permet d'obtenir des financements de l'État. Donc, l'argent public, en fait, Calliope. Donc, aujourd'hui, même en entreprise, étant donné que quand vous intervenez en entreprise, généralement, ils se font rembourser votre intervention par les OPCO. Et les OPCO, eux demandent de plus en plus Calliope ou en tout cas des titres de formateurs pour générer le déblocage du financement de la formation. Et le dernier pourquoi, c'est pourquoi c'est facilement faisable. Parce que du coup, se former à former, on se dit, oh ok, du coup je repars sur une formation alors que déjà je monte mon business. Souvent, la double casquette qui fonctionne bien, c'est consultante et formatrice. L'un nourrit l'autre. Souvent, votre consulting vous permet de garder un pied dans le métier et donc de continuer à nourrir votre offre de formation. Et à l'inverse, former vous permet souvent d'être assez pédagogue dans la transmission des axes d'amélioration, etc. quand vous faites un audit en tant que consultante en entreprise. Donc, c'est déjà beaucoup de sacrifices, une reconversion. Je vous rappelle la stat de 74% des femmes pensent que c'est très compliqué de se reconvertir. Là, l'idée, souvent reconversion égale formation plus ou moins longue. Mais du coup, l'idée, c'est de se dire, plutôt que de tout sacrifier, il y a des formats de formation de formateurs qui existent, qui sont, en tout cas, moi, pour ma part, nourris de toutes mes frustrations quand j'étais à votre place. Enfin, je sais pas, peut-être pas ce que vous êtes, mais en tout cas, moi, quand j'étais en reconversion et que je cherchais à me former en tant que formateur, je me suis rendu compte que du coup, il fallait que je bloque 9 mois, je bloquais je perdais en fait 9 mois d'ARE. C'était une course contre la montre. Il fallait que je sacrifie vie perso. Que ça demandait un sacrifice énorme et que je comprenais pas. Peut-être que aussi, c'est la première fois de votre vie que vous êtes sans activité. Peut-être que vous avez toute une carrière et que pour la première fois de votre vie, vous êtes au chômage et vous dites « Ok, je vais me reconvertir ». Mais est-ce que du coup, après toutes ces années où vous avez cotisé, l'idée c'est de repartir sur les chapeaux de roue pendant 9 mois à vous former avec 35 heures semaine? C'est
pour moi, contre-productif. La reconversion, c'est vraiment une période d'introspection, d'immersion. Vous avez besoin de prendre votre temps et c'est normal. Donc, nous, en tout cas, on a pensé à un modèle où vous pouvez vous former à distance. Ça veut dire que tout n'est pas en présentiel. Il y a des moments en présentiel, deux principalement. Il y a du moment en distanciel, donc là où vous êtes en ce qu'on appelle en synchrone, donc en même temps que le formateur a parlé avec lui en individuel. Il y a des moments synchrones avec le groupe aussi à distance, parce que du coup, nous, on forme dans toute la France, métropole, hors métropole. Et vous avez aussi toute une organisation perso pour la partie e-learning. Donc, c'est à votre rythme. Vous rentrez quand vous voulez en formation et vous venez sélectionner une date d'examen. Donc, vous allez pouvoir vous former en 6 mois. On en a qui se forment en 6 mois et on en a qui se forment en 2 ans, quoi. Donc, vous décidez du rythme que vous voulez donner à votre formation. On a beaucoup d'apprenants qui sont encore salariés à temps plein hein, et qui arrivent en mode sous-marin à préparer leur reconversion en maintenant leur activité salariée. Donc voilà, c'est ce que je viens de dire, compatible avec le maintien dans l'emploi, respect, équilibre pro-perso, parce que là, du coup, pour moi, c'est vraiment la clé d'une reconversion réussie, c'est que vous embarquez finalement dans une reconversion, on embarque tout le monde, hein, on embarque les proches, on embarque... Donc l'idée, c'est que vous ne sacrifiez pas ce temps-là qui est important pour votre équilibre. Et du coup, forcément, bien sûr, le titre professionnel de formateur, c'est un équivalent bac plus 2, c'est inscrit au RNCP. Donc, c'est le répertoire, on va dire, national des métiers qui sont reconnus, des certifications professionnelles qui sont reconnues par l'État et le ministère du Travail. Donc, c'est finançable par votre CPF. Et c'est finançable aussi pour celles qui sont dans un parcours transition pro, c'est finançable par transition pro également. Voilà, je pense qu'en termes de gestion du temps, je suis parfaite. Puisque j'avais dit 20 minutes de présentation, 10 minutes de questions. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cette thématique de la formation, de devenir formatrice? Oui. Au niveau des formations en ligne, c'est Rosa Cosma qui en fait ça. Oui, nous, en fait, oui, c'est notre propre formation de formateur, elle est développée par nos soins. Ouais. Okay. Pose une question un peu comment on sait qu'on aime encore ce métier quand on est parti pas forcément dans l'organisation. Est-ce que, pardon, j'ai pas entendu ça. Comment on sait qu'on aime encore ce métier? Ah, et ben il suffit de vous poser. Dites-moi, c'est quoi votre métier? Moi, j'étais responsable de service après-vente de médical. Du coup, vous avez des bons souvenirs dans ce métier? Oui. Ouais. Ok. Si vous deviez me dire, par exemple, je sais pas, là, vous voudriez développer un catalogue de formation sur, par exemple, la relation client, ça serait ça. Est-ce que, alors moi, les deux questions que je pose souvent pour débuter en fait cette introspection sur est-ce qu'on aime encore son métier, c'est est-ce que vous vous êtes déjà dit quand vous êtes arrivé en poste, j'imagine que vous vous êtes formé, etc., vous avez débuté votre carrière, est-ce que vous vous êtes dit, oh, quand même, j'aurais bien aimé apprendre ça à l'école? Sur certains aspects, oui, je pense. D'accord, donc des compétences que vous n'aviez pas vues à l'école, que vous avez acquises de manière empirique comme ça sur le terrain, ok. Et deuxième question, est-ce que vous avez formé vous en interne, les petits nouveaux, etc., et que vous vous êtes posé la même question? Bah, c'est quand même fou que t'aies pas vu ça ou. J'ai formé, oui, j'ai formé et oui, j'ai. Okay. Par exemple, quoi spontanément? Par exemple, je suis dans le médical, donc même dans mon école, on n'a pas forcément la distinction dans une gestion d'un patient avec une gestion d'un professionnel médical. Voilà. Et ça, vous retrouvez face à des gens qui vont vers ce métier-là et de vous dire, est-ce que vous avez toujours à cœur de vous battre pour cette cause, en fait? J'ai presque envie de dire ça, quoi. C'est la question. J'ai subi 3 licenciements économiques, donc ouais. 10 ans. Mais ça, il y a le contexte. On a des apprenants qui sortent même d'un burn-out, hein, mais ça les dégoûte pas du métier pour autant. Ils sont conscients qu'en fait, c'est le cadre et le contexte. Mais le cœur du métier,
En gros, c'est ça, c'est est-ce que vous croyez en la valeur ajoutée de votre métier? Est-ce que votre métier, vous le trouvez toujours utile? Oui. Alors, du coup, c'est plutôt bien parti. Et après, il faut vous poser et du coup, tenter une carte mentale, ça marche bien. Une carte mentale avec toutes ces compétences. Donc, une compétence, c'est ou un savoir, ou un savoir-faire, ou un savoir-être. Et de vous dire, OK, en savoir-être, par exemple, on avait sur une des dernières sessions une dame qui était en relation patient. Et du coup, elle a fait toute elle était souvent étonnée du manque de discrétion de ses collègues sur justement le secret médical, etc. C'est vraiment une cause qui lui tenait énormément à cœur. Et elle est partie là de là pour développer son catalogue de formation. Et c'était des relations très très tendues avec ses employeurs. Vraiment, le contexte ne lui parlait plus du tout. Et aujourd'hui, elle s'éclate, elle est formatrice et elle intervient sur des parcours médicaux, en fait, sur des thématiques, mais qu'elle a choisi. En fait, c'est ça aussi, vous choisissez avec qui vous voulez travailler, vous choisissez quoi, quelles sont les compétences de votre métier qui vous tiennent vraiment à cœur de transmettre. Vous choisissez quand, c'est-à-dire que vous avez une vraie gestion de votre planning et vous choisissez comment. Moi, j'ai beaucoup de personnes, de formateurs dans mon réseau qui sont par exemple à la retraite et qui se disent je travaille jamais pendant les vacances scolaires, j'ai envie de profiter de mes petits-enfants, ils sont hyper à l'aise avec ça, mais en fait, ça leur fait un complément de revenu à la retraite et ils sont hyper contents de ça et ils se disent, bon, je travaille pas plus de tant d'heures par mois ou voilà, ou vous ne travaillez jamais les mercredis ou vous ne travaillez jamais les vendredis ou c'est vraiment la liberté de ce métier quand on exerce à son compte de choisir en fait aussi les compétences qui vous parlent dans votre métier, peut-être pas tout. Il y a peut-être des choses que si on vous parle de ça, vous allez être, vous voyez, un peu passionné de vous dire ouais non mais attends c'est quand même pas normal, etc. Ça souvent c'est des bonnes pistes. D'accord, ok, je vous remercie. Mais le fait d'être formateur quand on est à la retraite, l'entreprise ne risque pas de se dire bon il est quand même, ça fait longtemps qu'il a pas été dans le milieu de l'entreprise. Du coup, ses compétences sont peut-être pas à jour. Alors moi, je ne vois pas du tout comme ça. Je me dis, moi, c'est l'acmé des compétences, la retraite. Hein. C'est OK, vous êtes au top du top des compétences. Et là, on vous dit, bye bye. Bye bye. Ouais, et c'est surtout qu'il y a un truc très tabou en France, c'est la perte de sens énorme que peuvent ressentir les gens à la retraite. Et là, du coup, vous gardez un pied dans une activité. Du coup, en même temps, vous palliez à la perte de revenus de la retraite aussi. Ça vous permet de garder une activité, du sens, etc. Non, c'est plutôt, justement, on est très content d'avoir quelqu'un de très expérimenté dans une formation. Je voulais un petit peu savoir le contenu de la formation de formateur parce que ça inclut tellement de façons de former. Oui, bien sûr. On parle beaucoup d'intelligence collective, oui. d'ateliers. Oui. Il y a plein de manières de former. Oui. On ne forme pas un métier de la même façon qu'on va former. Bien sûr, vous avez raison. Ouais. Voilà. Ok. Alors, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que le titre professionnel, c'est 4 blocs de compétences qui sont l'équivalent des 4 casquettes du formateur en 2025. La première, c'est concevoir ses formations. La deuxième, c'est animer et évaluer. Ça, c'est souvent un point qui est un peu touchy. L'évaluation en formation des adultes, c'est pas du tout la même façon de faire que les enfants. La troisième casquette, c'est l'accompagnement des apprenants. Donc, il y a beaucoup d'accompagnement individuel en formation. Et la dernière casquette, c'est le respect de la législation, de la réglementation en vigueur, donc Calliope qu'on a vu, mais il y a aussi la RSE, RGPD, la gestion du handicap en formation, l'analyse de ces pratiques. C'est vraiment un métier où on est totalement tout le temps en remise en question, en analyse de ces pratiques pour viser l'amélioration continue. La veille professionnelle. Vous avez une obligation de maintien de votre expertise, double expertise. Du coup, déjà, on va venir travailler sur ces 4 blocs-là.
Et là, par rapport à ce dont vous parlez sur la conception, oui, en 2025, on travaille plutôt sur ce qu'on appelle les méthodes pédagogiques actives, donc faire agir l'apprenant et pas l'inverse. Beaucoup de sous-groupes, beaucoup de sens, beaucoup de... en fait, il y a 3 profils types, le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Et du coup, on va travailler beaucoup sur la kinesthésie, donc la manipulation de la compétence par l'apprenant. Donc oui, et après, le numérique aussi, qui rentre de plus en plus en course sur 2025. Voilà. Et on est sur le petit espace formation. Donc, on a un stand là-bas. Si vous avez... vous nous rejoignez au stand? Ok, super, parce que du coup, je crois que c'est un mix. Merci beaucoup. Merci.